Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous dans cet amphi, ainsi que dans l'amphi voisin, l'amphi B. Merci d'être venus aussi nombreux, cela nous touche beaucoup, d'être venus aussi nombreux pour fêter les 50 ans de l'UPPA, aujourd'hui donc sur le campus de Pau. Lundi, nous étions à Tarbes, mardi à Mont-de-Marsan, hier à Bayonne et Anglette, et aujourd'hui donc nous sommes à Pau pour fêter ces 50 ans de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Alors cette fête aujourd'hui intervient en parallèle avec la fête de l'université, la fête des étudiants et de nous tous également. Voilà, vous avez vu combien le campus est actif et bruyant, présentiel, et combien cela nous fait plaisir, après ces mois de solitude, de retrouver ainsi ce mouvement. Alors je suis très fière et très émue en même temps de fêter ces 50 ans avec vous. Moi, cela fait 40 ans que l'Université de Pau et des Pays de l'Adour est rentrée dans ma vie. Il y a eu beaucoup de changements. Un nouveau vocabulaire est apparu. On nous parle maintenant d'étudiants entrepreneurs, de start-up, d'AAP, d'ACP, d'ICIT, d'UNITA, de Réunita, et j'en passe. Tout cela qui montre en fait l'évolution de cette université. Mais cette université n'a pas perdu ses valeurs, et en particulier, elle n'a pas perdu deux valeurs essentielles, qui sont celles de service public et d'excellence. L'Université de Pau et des Pays de l'Adour sait toujours réunir ces deux valeurs majeures. Alors cette université, vous le savez, c'est le maire de Pau de l'époque, Louis Salnave, qui est à l'origine de cette université et qui, avec les élus, d'autres élus de Pau, des élus de Tarbes, de la Côte Basque, des élus montois, peu à peu a eu une activité, il faut bien le dire, de lobbying pour parvenir à la mise en place de cette université. Et ce qui montre vraiment l'intérêt de cette université, c'est que tous ces élus ont fait fi de leurs divergences politiques et ont su se réunir pour satisfaire un intérêt général qui était l'intérêt du territoire et l'intérêt des jeunes du territoire. Alors dans cette suite, je vais vous donner un petit peu le programme de cet après-midi. Donc nous allons d'abord entendre le président Laurent Borde, qui dans le bel ouvrage qui est là, nous dit qu'il faut regarder en arrière pour aller de l'avant, et je crois que c'est effectivement le symbole de ces 50 ans, et le président Borde saura vous montrer combien nous allons de l'avant et combien nous souhaitons continuer à aller de l'avant. Ensuite, nous aurons le plaisir d'entendre David Diop, que je ne vous présente pas. Je ne vais pas vous parler de Frères d'âme ou de La porte du voyage sans retour. Vous connaissez ces deux très beaux ouvrages, des prix nationaux, internationaux. Je voudrais simplement souligner dans ce que je disais tout à l'heure de ces notions de service public et d'excellence. Eh bien, je voudrais vous dire merci, Monsieur Diop, parce que malgré votre reconnaissance et votre excellence, eh bien, vous savez rester très simple et toujours en proximité avec nos étudiants. Ensuite, nous entendrons François Bayrou, président de l'agglomération, de la communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées. Alors, nous avons un grand partenariat, un partenariat très développé avec la ville de Pau, avec l'agglomération de Pau. Je ne vais pas citer tous nos éléments de partenariat parce que cela serait trop long. Je voudrais simplement citer un élément récent qui est la plateforme jeune, qui est également initiée grâce à Mohamed Amara, vice-président de l'agglomération. Partenaire jeune qui est vraiment dans cette idée de territoire et de jeunes du territoire. C'est-à-dire que tous les jeunes de Pau, étudiants à Pau, à l'université ou dans d'autres structures, voire même qui ne sont pas étudiants mais qui vivent à Pau, eh bien, ont ainsi connaissance de toutes les formations qui existent à Pau et de tout ce qui se fait à Pau. Voilà, un autre exemple de collaboration qui montre l'avenir de cette université. Ensuite, nous aurons un film sur les 50 ans. Et là, je voudrais remercier Véronique Duchange, directrice de la communication, qui viendra vous dire quelques mots sur ce film qui a été réalisé dans des conditions difficiles, parce que dans des conditions de confinement pour cause de Covid. Donc, réaliser un film à l'extérieur dans ces conditions, cela n'a pas été facile. Et ensuite, nous entendrons Victor Pereira et Laurent Jalabert. Victor Pereira, deux historiens. Victor est l'organisateur de ce très bel ouvrage, et Laurent Jalabert est un des principaux contributeurs de cet ouvrage.
Un livre, ça fait toujours du bien. Je trouve qu'il n'y a pas de bug, il n'y a pas de zone blanche, il n'y a pas d'obsolescence programmée. Voilà, hein, ce bel ouvrage, ils vous expliqueront le mode d'emploi. Il est à multiples facettes. Et là aussi, je crois qu'à l'UPPA, nous pouvons être fiers d'avoir réussi à réaliser un tel ouvrage. Voilà, donc je ne vais pas parler plus longtemps. Je vais immédiatement laisser la parole au président Borde. Bien. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, monsieur le président de la communauté d'agglo Auvergne-Pyrénées, chers collègues. C'est un moment d'émotion pour nous. C'est un moment important, Monique l'a dit dans son introduction. Nous avons souhaité aller voir l'ensemble des sites de l'université pour fêter avec les collègues ces 50 ans, fêté comme un anniversaire, c'est-à-dire un anniversaire. On invite ses amis, on invite sa famille, et puis on fait la fête. Alors ce moment, c'est un moment de fête avant tout. La famille, c'est la grande famille de l'université. Les amis, ce sont ceux qui accompagnent l'université tout au long de ses projets, tout au long de son parcours. Ce que l'on souhaite, c'est que vous soyez dans un laboratoire, dans un service, dans une composante de formation, que vous soyez un partenaire, c'est partager avec vous les réussites de l'université. C'est au personnel de l'université qu'on les doit, ces réussites, et c'est important de le rappeler. Cette université, elle est très jeune. Elle est parmi les plus jeunes. Il y a encore des universités plus jeunes, mais elle est parmi les plus jeunes. Et elle a des succès qui la distinguent véritablement au plan national. Le licite, évidemment, mais aussi l'université, l'Alliance européenne, UNITA. Et on a eu la bonne surprise cette année de rentrer dans un classement international qui s'appelle Times Higher Education. Alors les classements internationaux, en général, dans la communauté universitaire, on dit que c'est pas bien. Mais quand on rentre dans un classement, en général, on le dit. Voilà. Donc, je le dis, on est très content de rentrer dans ce classement international. Alors, cette fête, elle n'était pas programmée pour 2021, puisque le décret créant l'université de Pau et des Pays de l'Adour, il date du 17 décembre 1970, donc elle était programmée en 2020, mais bon, vous savez qu'il s'est passé quelques événements à partir de mars 2020 qui ont perturbé notre vie professionnelle, notre vie personnelle et beaucoup celle de nos étudiants. Et c'est aussi pour ça, et Monique le soulignait, qu'on est vraiment très heureux de pouvoir à nouveau se rencontrer et à nouveau avoir des étudiants sur nos campus qui vivent leur vie d'étudiants, qui vivent une des plus belles parties de leur vie lorsqu'ils passent à l'université. Alors cette fête, elle a lieu quand même dans la 50e année de l'université, puisque cette université rentra en fonction le 1er janvier de 1971. Donc on fête notre anniversaire dans nos 50 ans. L'honneur est sauf. L'historien qui m'a dit que c'était bien, qu'on était bien dans les clous, c'est Victor Pereira, que vous entendrez tout à l'heure, et ce qui montre que les historiens sont aussi habiles que les juristes lorsqu'il s'agit de proposer des solutions. Cet anniversaire, c'est un moment de partage autour de notre histoire commune et qui a été matérialisé par un ouvrage. Voilà, le voici. Vous en mesurerez tout le poids tout à l'heure. Il a été initié à la demande de Mohamed Amara et Victor Pereira en a assuré la coordination, et il vous racontera qu'en période coordonner un ouvrage de cette nature, en période de Covid, c'est pas si facile que ça, d'autant plus qu'il s'agit quand même d'un travail colossal. Il y a 110 contributions, plus près de 70 contributeurs.
pas tous des professionnels des articles d'histoire. J'en fais partie, je sais de quoi je parle. Et on s'aperçoit que c'est un métier quand même. Il offre une riche diversité de points de vue sur l'université. Vous verrez que tout n'est pas lisse, loin de là. Et c'est probablement ce qui est intéressant. Ça raconte la vie d'une communauté universitaire, et la vie d'une communauté universitaire, c'est toujours très riche. Voilà. Et je remercie en particulier les historiens, dont Laurent Jalabert, qui ont mis tout leur talent au bénéfice de la production de cet ouvrage. Je suis certain que vous apprendrez des choses, et peut-être que dans une université, ça reste important d'apprendre des choses lorsqu'on ouvre un livre. Et vous verrez que l'ouvrage ne raconte pas simplement les 50 années d'existence de l'université, il raconte aussi l'histoire du territoire et remonte assez loin jusqu'à l'Antiquité. Donc c'est un ouvrage qui est assez passionnant et que l'on n'est pas obligé de lire de la page 1 à 635. On peut rentrer dans l'ouvrage par plein de chemins différents. Alors peut-être que vous trouverez qu'il manque des choses, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec certains points de vue, mais je suis sûr que à la fin, vous éprouverez une certaine fierté à appartenir à ce bel établissement qui est l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Moi, je suis arrivé en 2006 à l'UPPA, et pour reprendre une formule d'Alain Gracia, j'étais un étranger du nord de l'Adour. Oui, tu as dit ça dans un discours lorsque je suis arrivé à l'université. Donc, venant de Picardie, je me disais que j'étais vraiment un étranger du nord de l'Adour. Mais cette histoire, je pense que vous, comme moi, vous la ferez vôtre dans sa globalité, cette histoire de l'université. Alors, tout n'a pas commencé en 1970 à l'UPPA. Et l'histoire universitaire en pays de Béarn a commencé bien avant, dès 1722, avec la création d'une faculté d'art et de droit, qui était localisée dans le collège des Jésuites, actuellement le lycée Barthou. Et cette faculté d'art et de droit a surtout fonctionné pour la partie juridique. Et elle s'est éteinte en 1793, au moment de la Révolution française. Alors les enseignants n'étaient plus payés, donc ils ne faisaient plus de cours, et puis donc les étudiants ne venaient plus. Ça n'arrivera pas ici, rassurez-vous. J'ai envie de dire que la graine universitaire était plantée en pays de Béarn. Et je crois, et Monique l'a dit tout à l'heure, que ce désir d'université a existé depuis ce moment-là et a toujours perduré, même si l'arrivée de cette université de plein exercice est beaucoup plus tardive. Alors, il aura fallu de la vision, il aura fallu de l'audace, il aura fallu de la force de conviction pour que quelques-uns, qu'ils soient responsables politiques ou universitaires, arrivent à implanter, créer cet établissement et le développer. Et avant les années 70, c'est pas une université c'est une antenne de l'université de Bordeaux, et on est dans une période où l'université de Bordeaux et l'université de Toulouse rayonnent dans le sud-ouest. Il y a assez peu de place pour une université. Mais c'est après les événements de 68 que cette université va être créée avec 36 autres au plan national. Et je pense que, évidemment, c'est l'œuvre en partie de Louis Salnave qui a véritablement voulu cette université et qui, dans ses mémoires, dit que c'est probablement son acte le plus... qui le rend le plus fier de ses mandats de maire, puisqu'il a été maire pendant 25 ans. Et il parle de l'université comme d'un fleuron lumineux et prédominant. Alors j'espère que l'UPPA reste un fleuron lumineux et prédominant. D'ailleurs, il faut souligner que tout au long de ce demi-siècle d'existence, l'UPPA a trouvé dans les collectivités territoriales des alliés qui sont sincères
et qui ont accompagné tous les projets, les paris de l'université. Le dernier en date a été évoqué via l'acronyme ICIT par Monique, Solutions pour l'énergie et l'environnement. Il faut quand même souligner que ce projet est un projet d'établissement qui aide à la transformation de l'établissement et que toutes les collectivités territoriales, agglomérations, départements, régions ont signé une convention avec l'université pour l'accompagner dans la réussite de ce projet. Alors, je suis malheureusement pas en mesure de vous dire aujourd'hui que c'est fait, puisque ça va venir dans quelques jours. On aura la visite du jury international et on passera devant le jury international au mois de janvier prochain. Donc, au nom de toute l'université, je remercie ces collectivités qui nous accompagnent et je pense qu'en fait, on partage, et depuis longtemps, dès les fondements, avec elles, la conviction que sans un enseignement supérieur, sans de la recherche sur les territoires, ces territoires y perdent dramatiquement en attractivité. Alors en fait, dès sa création, l'UPPA a noué des liens avec les collectivités territoriales. On l'a vu, elles ont même été à la manœuvre pour faire émerger cette université, mais aussi avec l'industrie du territoire. Et là aussi, vous aurez, dans le livre, vous aurez l'histoire locale de l'industrie. Elle est riche. S'il fallait prendre qu'un exemple, on pourrait parler de la Société nationale des pétroles d'Aquitaine, l'exploitation du gisement gazier de Lacq. Ça a été évidemment, ça a donné à l'université un élan formidable. Ça a orienté aussi les recherches de l'université. Aujourd'hui, les axes forts de recherche de l'université, les vitrines, pour reprendre, ou les phares de l'université, pour reprendre une expression d'Isabelle Barail, notre vice-présidente recherche, ce sont des laboratoires qui ont en partie, lié leurs orientations de recherche aux activités qui se déployaient dans les entreprises. Et aujourd'hui, ça reste important pour l'université d'avoir ce partenariat intensif avec le monde socio-économique. C'est un élément crucial parce que c'est encore une chose qui nous distingue au niveau national. Alors on a la chance d'être sur un territoire qui est riche d'identités culturelles qui sont variées, qui sont fortes des fois, et un territoire aussi qui est transfrontalier. Et ça aussi, dans les archives que m'a donné Victor Pereira à lire, on voyait dans les premières recommandations, lorsqu'il y avait des évaluations à l'université, c'était « tournez-vous vers l'Espagne ». Et ça s'est fait dans l'université. Ça a commencé il y a une quarantaine d'années. Et aujourd'hui, l'université a su nouer des liens solides avec les universités d'Aragon, de Navarre, de Scadi. Et il est clair que ces liens qui se sont créés dans le passé ont servi de tremplin pour réussir le pari de l'Alliance européenne. Et cette Alliance européenne, aujourd'hui, c'est une réalité. Il faudra travailler encore pour qu'elle s'implante et qu'elle devienne une université européenne. Alors pour conclure sur le passé, il me semble que notre communauté universitaire, qui est diverse par bien des aspects, elle est diverse parce qu'on a des spécialistes d'un peu tout à l'université, donc on a des points de vue sur tout, et ces points de vue, parfois, ils s'affrontent. Voilà, c'est la vie de la communauté universitaire. Donc cette communauté universitaire, elle est parfois irritée par les choix de l'État ou par les choix de l'établissement. Je vous invite à aller jeter un œil à la page 500 du livre, voilà, qui résume, à mon sens, un petit peu ce que peut être la vie universitaire. Et dans un article qui est intitulé « L'UPPA, label agité ». C'est toi, Jean-Yves, qui a rédigé cet article. Voilà. Et je voudrais rappeler quand même que si le destin de l'université a été porté par quelques-uns, et c'est comme ça, ça doit être comme ça, le dynamisme de l'UPPA, c'est quand même avant tout le fruit de la somme d'innombrables initiatives sur le terrain, sur nos campus. Et c'est ça qui fait notre richesse. Alors,
Mohamed Amara a intitulé la préface du livre « Les racines ancrées sur ces territoires, l'esprit ouvert sur le monde ». Il me semble que ça résume l'esprit de l'université. Et comme l'a dit Monique, la postface, c'est regarder en arrière pour aller de l'avant. Alors, maintenant, je voudrais parler du futur. Et alors, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire la stratégie de l'université de A à Z. Ce n'est pas vraiment l'objet. Mais qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'UPPA au bout de 50 ans d'existence ? Je l'ai un peu esquissé tout à l'heure. Continuer à développer un partenariat intensif avec les acteurs du territoire, que ce soit les entreprises, que ce soit le monde associatif, culturel. Continuer à développer une recherche qui est puissante. C'est une caractéristique forte de notre établissement. Et continuer à proposer des formations de qualité, tout cela dans un esprit ouvert à l'international. La période à venir, ça sera une période de transition parce qu'on va devoir intégrer des projets qui sont de gros projets pour l'établissement. J'ai parlé de l'ICIT, j'ai parlé d'UNITA, et ces projets, on ne les mène pas seuls. L'ICIT, c'est avec les organismes nationaux de recherche, c'est le CNRS, c'est l'INRAE, c'est INRIA. Et UNITA, on n'est pas seul non plus. On a 5 universités européennes qui sont partenaires, et bientôt, ça sera 10. Parce qu'on est en train, sous la demande amicale mais appuyée de l'Europe, d'envisager d'élargir l'Alliance. Donc ça va nous occuper beaucoup. Et ça conduit l'université à réfléchir à la manière dont elle va fonctionner dans le futur. Aujourd'hui, notre recherche, elle se décline en 5 missions interdisciplinaires, et c'est un changement pour l'université. Pourquoi c'est un changement ? Parce qu'on souhaite avoir une recherche qui répond à des enjeux sociétaux. On souhaite aussi que notre recherche, elle réponde aux besoins du territoire et aux besoins des acteurs du territoire. Et enfin, on souhaite que notre recherche, elle puisse participer à réconcilier science et société. Ce lien entre les scientifiques et la société, on a pu voir récemment, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau, qu'il s'est distendu. Le forum international qu'on a organisé la semaine passée nous a permis de tester en quelque sorte cette organisation. Et je crois que ça a été un véritable succès et que ça montre que c'est probablement la bonne approche pour rassembler dans l'établissement. Autour de ces 5 missions, tous les laboratoires étaient présents. Je pense aussi qu'il ne faut pas déconnecter la recherche de la formation. Et il faut que cette préoccupation de répondre à des enjeux sociétaux intègre la formation. C'est important parce que nos étudiants, aujourd'hui, ils viennent chercher à l'université des réponses aux questions qu'ils se posent. Ce sont des citoyens, et ces enjeux sociétaux, ils les connaissent. Et ils seront ceux, probablement, qui apporteront les réponses dans le futur. Et donc cette démarche, elle est importante. Je vais quand même vous citer Einstein, parce que je ne résiste pas à citer Einstein. Einstein dit la chose suivante, il dit que tout le monde est un génie. Alors il a dit ça il y a quelque temps, hein. Voilà. Mais c'est assez d'actualité, me semble-t-il. Mais si vous jugez un poisson à sa capacité à grimper à un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. Et je crois que notre rôle, c'est de faire en sorte que tous les étudiants qui entrent à l'université donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et je suis sûr que tous ont ce potentiel lorsqu'ils arrivent à l'université et que notre rôle, c'est de les accompagner à faire un chemin. Et pour ça, on s'appuiera sur des projets, et on en a de nombreux projets. Dans notre rôle et dans notre responsabilité sociétale d'établissement, il me semble important aussi que nous-mêmes, nous nous appliquions ce que nous souhaitons voir ailleurs, c'est-à-dire la réduction de notre empreinte environnementale, l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, l'inclusion, et ça, ce n'est que pour citer quelques exemples qui sont importants. Il y a aussi la question de la croissance de l'université. Croître dans une université, ça, en général, ça passe par l'augmentation du nombre d'étudiants. On est sur des territoires où c'est un enjeu. Pas
partout, pas de la même façon, mais on sait qu'on a des déficits de poursuite d'études, ce qui est vrai en particulier au Pays Basque, et on devra travailler pour avoir proposé une offre de formation plus diversifiée au Pays Basque, et on a pour cela des projets. Il y a aussi la question des études de santé. Alors les études de santé, aujourd'hui, on y travaille d'ailleurs grâce à l'accompagnement de l'agglomération et à l'accompagnement de la région. On a mis, il y a quelques années, en place la PACES, qui est devenue la PAS, et maintenant arrivent les LAS. Je ne vais pas vous dire tout ce qu'il y a derrière ces acronymes, mais derrière, il y a l'idée qu'on puisse donner à des étudiants des chances d'accéder aux études de santé. Sauf que ça, on le fait avec l'Université de Bordeaux, et on le fait très bien d'ailleurs, avec une réussite tout à fait honorable. Ça, d'ailleurs, l'exemple palois s'est déployé ailleurs, à Dax, à Agen, Périgueux, je dois en oublier, mais voilà. Donc ça montre que le dispositif fonctionne bien, mais je pense qu'il faudra se poser la question à l'avenir de savoir si on doit aller plus loin sur les études de santé. Il y a quand même une grande partie de la région sud-ouest qui n'a pas de CHU, c'est Toulouse ou Bordeaux. Voilà, donc c'est aussi un enjeu. Et puis on travaille d'une manière générale avec l'ensemble des communautés d'agglomération. On travaille par exemple avec la CCLO sur un campus des métiers autour de la chimie verte, des énergies renouvelables. Donc on sait créer, et ça je pense que c'est important, on sait créer cette relation privilégiée avec les acteurs du territoire. Il y a, pour terminer, l'esprit ouvert à l'international, dont parle Mohamed, et j'ai parlé tout à l'heure de l'Alliance européenne UNITA. Je pense qu'aujourd'hui, cet esprit ouvert à l'international, il va passer beaucoup par la création de ces universités européennes qui sont aujourd'hui préfigurées par les alliances. Alors au niveau national, c'est 27 alliances qui existent, et l'UPPA, elle, est membre de l'Alliance UNITA, donc avec des universités du Portugal, d'Espagne, notre université sœur de Saragosse, avec l'université de Turin et l'université de Timișoara en Roumanie, et puis une autre université française qui a des caractéristiques communes avec l'UPPA, qui est l'université de Savoie-Mont-Blanc. Alors ça, c'est aussi un enjeu demain, parce que je pense que renforcer le sentiment d'appartenance à l'Europe, ça passera forcément par la jeunesse. Lorsqu'on demande aux Européens quels sont les marqueurs finalement de l'existence de l'Europe, c'est l'euro et le programme Erasmus, qui sort en premier. Là, je parle de sondage. Et le programme Erasmus, je pense que ça a été une vraie chance, et que tous les étudiants qui ont eu une expérience internationale, à travers ce programme, sont définitivement des Européens convaincus, et que cette expérience, c'est dit, vous le verrez tout à l'heure dans le film, ils n'ont qu'une envie, c'est récidiver, repartir et vivre d'autres expériences en Europe. Donc nous aurons un pari à réussir, hein, nous les universités, de créer ces nouvelles universités européennes, c'est-à-dire un diplôme commun, c'est-à-dire un espace de mobilité, et ça, la feuille est devant nous. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là. Je voudrais, pour conclure, rappeler ce qu'a dit Monique. Hein. Aujourd'hui, il y a une fête aussi avec des étudiants qui sont pas très loin. Ils ont baissé le niveau de la sono, donc ça nous permet de nous entendre là. Mais voilà, on voit toute la vie étudiante qui est en train de reprendre, et on peut en être fier. Je voudrais quand même remercier celles et ceux qui ont participé à rendre possible ces événements. Le cabinet, le pôle Artis, la direction de la communication. Voilà, je sais que vous avez travaillé dur, que c'était pas facile de mettre tout cela en place, mais donc je vous remercie. Et puis, je l'ai dit, ça sera un moment convivial à la fin. Il y aura un gâteau, et simplement, j'aimerais qu'on partage ensemble la fierté d'appartenir à notre belle université. Je vous remercie. Bonjour à tous.
toutes et tous. J'ai préparé un petit discours. Monsieur le Président de l'Université, Monsieur le maire, Monsieur le Président de la région d'Aquitaine, je pense qu'il a un représentant ou une représentante, Mesdames et Messieurs, chers collègues BIATS, chers collègues enseignants, chercheurs. Dans la vie d'une femme et d'un homme, avoir 50 ans n'est pas anodin. J'ai eu 50 ans et je dois dire que j'ai franchi ce cap en frémissant. Je me suis dit, l'heure tourne, mon ami, ne tarde pas à réaliser tes projets. Et c'était il y a 5 ans déjà. Pour une université comme la nôtre, 50 ans, c'est peu si l'on se réfère à d'autres universités françaises qui ont près de 1000 ans, mais c'est beaucoup quand on pense au nombre d'étudiants issus des pays de l'Adour qui ont obtenu leur licence à Pau, à Bayonne, à Mont-de-Marsan. Cela fait presque 50 promotions d'étudiants de lettres classiques ou modernes, de mathématiques, de physique-chimie, de droit et de bien d'autres matières qui ont connu la chance de faire des études supérieures grâce à notre université de proximité. Sans l'UPPA, les destins de beaucoup de nos concitoyennes et concitoyens auraient été différents. Nous sommes une université régionale d'utilité publique. Mon beau-père, modeste fils d'agriculteur du Piémont pyrénéen, m'a souvent répété sa fierté d'avoir obtenu dans les années 70 une maîtrise de sciences économiques à l'UPPA. Sans ce diplôme, il n'aurait pas pu avoir du travail, pas pu fonder une famille, ce qui, de mon point de vue, aurait été fort dommage. Nous sommes une université de proximité, mais une université pluridisciplinaire depuis l'origine. Il est donc primordial que nous maintenions une offre de formation en Aquitaine Sud dans toutes les disciplines, quelles que soient les difficultés qu'elles rencontrent en termes d'effectifs, notamment en lettres classiques, socle des humanités, auquel je sais que nous sommes tous ici présents, profondément attachés. Je dois dire que quand je suis arrivé dans cette université, d'abord comme ATER, ensuite comme maître de conférence, l'Université de Pau et des Pays de l'Adour n'avait que 25 ans. Et nous avons vieilli ensemble. Nous avons pris des rides, plutôt elle que moi d'ailleurs, mais j'ai plaisir à hanter ces mêmes amphithéâtres du Collège des sciences sociales et humanités qui ont vu, vaille que vaille, passer des générations d'étudiants d'ici et d'ailleurs dans les mêmes décors. Sans doute nos amphithéâtres mériteraient-ils un bon lifting, ce qui ne manquera pas d'arriver un jour. Mais ce dont je suis certain, et que j'espère, c'est que lors du centenaire de l'UPPA, auquel malheureusement je n'assisterai pas parce qu'il faudrait que j'atteigne l'âge canonique de 105 ans, en toute lucidité, d'autres étudiantes et d'autres étudiants littéraires, juristes, scientifiques, économistes, pourront toujours se glorifier, comme mon beau-père, d'y avoir fait leurs études. Alors, longue vie à l'UPPA. J'espère que vous avez noté tous les applaudissements vigoureux au deuxième rang sur la défense et l'illustration des lettres classiques, que j'ai déjà eu l'occasion de relayer, d'exprimer. Et c'est un combat que j'ai pas du tout l'intention, David, d'abandonner. Bien, j'ai nommé le président Borde, mais je ne vois pas où il est parce que tout le monde est dissimulé derrière son masque. C'est très difficile à lire. Alors je veux saluer, après le président Borde, ses prédécesseurs, le président Goutte, Métras, Duhalde de Borde et Mohamed Amara, avec qui nous parlons tout le temps du destin de l'université. Et je veux dire que
Avec chacun d'entre eux, j'ai eu l'occasion, parce que la vie c'était comme ça, quand on a une vie politique un peu longue, Mitterrand disait qu'en politique il n'y a qu'un art, c'est de durer. Et j'ai tout à fait l'intention de m'inscrire dans cette philosophie. Mais ça fait qu'on a eu beaucoup d'occasions de travailler ensemble. Ce qui me permettra d'ailleurs au passage d'évoquer avec le sourire le souvenir d'un jeune ministre de l'Éducation, de la recherche, de l'université et de la formation professionnelle qui a eu l'audace, peut-être la folie, de créer en une seule année pour l'université de Pau 100 postes d'un seul coup. Ce qui fait que très souvent on prétend que l'université de Pau est mieux dotée qu'elle ne devrait l'être. Et moi je suis assez content que ce ministre-là ait pris cette décision. Et donc qu'est-ce qu'on célèbre là ? On célèbre d'anniversaire, c'est évident. Mais on célèbre quelque chose de beaucoup plus important encore, qui est une ambition. Il y a peu de mots que je déteste autant que le mot territoire, parce qu'il est fourre-tout, il sert à tout, il est moins beau que ce qu'on voudrait. Mais disons, notre région, notre ville, notre communauté, à cause de l'université, grâce à l'université et en osmose avec l'université, disent une partie du destin qu'elles souhaitent. Alors ce destin, je ne vais pas vous apprendre que, bien entendu, pour beaucoup de nos concitoyens, il est d'enseignement. La chance que l'université offre, et on l'a bien vu récemment lorsqu'on a obtenu la première année de médecine, la chance que l'université offre, j'avais encore dans mon bureau une jeune fille qui m'a dit ça, elle avait été reçue, et elle dit, s'il n'y avait pas eu la PACES à Pau, ben, j'aurais pas pu, parce que mes parents ne pouvaient pas me payer ce que représente, même boursier, le coût d'une année à Bordeaux avec le logement et le coût de la vie. Et à l'époque, tout le monde estimait que c'était impossible quand on a lancé cette idée. Et je me souviens très bien lorsque Louis Salnave a commencé à évoquer l'idée de l'université, le nombre de gens qui pensaient que c'était trop, qu'on ne pouvait pas, que ce n'était pas à notre hauteur, qu'on avait à côté Toulouse et Bordeaux, et que qu'est-ce qu'on imaginait. Il y a, dans une région comme la nôtre, très souvent, quelque chose que je déteste et qui est une forme de haine de soi ou de mépris de soi. Avec l'idée que chaque fois qu'une ambition s'exprime chez nous, cette ambition, elle est trop haute, trop exigeante, trop magnifique. Et c'est un vice que moi j'essaie de combattre tous les jours. Et lorsque vous avez obtenu ICIT, on a bu un coup avec le président de l'université, parce que... Hein ? Oui. On a bu un coup avec le président, mais je n'ai pas dit qu'il avait bu le président. Ne me faites pas dire, je ne veux pas de problèmes familiaux. Donc... parce que être une des si rares universités françaises qui a cette reconnaissance, ce label, cette identification d'exigence, alors ça donne la dimension, pas seulement de ce que l'université peut faire, mais de ce que toute notre communauté humaine dans cette région au pied des Pyrénées bleues peut faire, doit faire. Donc, ça traduit une ambition d'abord d'enseignement. Ça traduit naturellement, il n'y a pas d'enseignement sans recherche, une ambition de recherche,
parce que nous croyons tous, très nombreux ici, que nous pouvons contribuer à cette grande œuvre humaine si décriée aujourd'hui, qui est de voir l'humanité ressaisir son destin et réussir ou relever les défis qui sont devant elle, climatiques, scientifiques, mathématiques, que sais-je, de transmission des langues, y compris des langues mères, défis qui sont tous reliés à l'idée que nous nous faisons de notre propre vie et de ce que nous traversons comme événement absolument inédit. C'est le rôle des événements. Et donc, on parle de recherche, on parle de lien avec l'économie, et très souvent vous le faites. Et puis on parle au fond de ce que nous sommes. Tout à l'heure, vous expliquiez que l'université, elle était au XVIIIe siècle. Ben, c'est normal qu'il y eût une université de droit au XVIIIe siècle parce que Pau était une ville parlementaire. C'était le roi de Navarre étant devenu roi de France, il avait inscrit Pau au nombre des villes parlementaires. Comme chacun sait, les parlements, c'était des institutions de justice. Et c'est la nuit du 4 août, le renoncement à nos privilèges qui ont fait que, et puis la fin de la monarchie, qui ont fait que ces villes parlementaires sont devenues des villes ordinaires, et l'université a été emportée par ce courant-là. Mais nous n'avons jamais oublié cette identité. Je le dis en tant que, pas seulement amoureux des langues anciennes, mais amoureux de nos langues patrimoniales. Et ça ne serait pas juste, il y en aurait au moins un ou deux d'entre vous qui me le reprocheraient, de ne pas évoquer le patrimoine linguistique qui est le nôtre, culturel, peut-être musical aussi. Et vous savez qu'en lien avec l'université, nous allons installer au cœur du EDAS ce qu'on appelle la ciutat, c'est-à-dire consacrer un village aussi divers que peut l'être un village de notre région, avec les associations, avec la recherche universitaire, avec la transmission, avec la sociologie sur les langues et les cultures musicales et de danse aussi qui font notre patrimoine. Et je suis très fier qu'on fasse ça ensemble. Alors de toutes mes forces, je dis ça au président Borde, je soutiendrai la création d'un CHU ici, parce qu'il y a une absurdité administrative qu'on accepte, et c'est extrêmement troublant, c'est que on accepte que ces universités auxquelles nous sommes rattachés pour la médecine soient elles-mêmes thrombosées à l'extrême. Le nombre d'étudiants fait qu'ils ne peuvent pas trouver une capacité de formation équilibrée. Ils peuvent d'ailleurs difficilement trouver des stages. Et ces universités explosent. Et cependant, on en restreint le nombre. Et donc, moi, je me battrai pour qu'il y ait un CHU. Alors, je suis allé voir le ministre de la Santé pour lui expliquer. Il a d'abord ouvert des yeux ronds, puis après, il a commencé à réfléchir. Et je suis persuadé que cette réflexion, elle pourra conduire à une décision positive. Parce que il y a une chose qu'on n'a pas le droit, paraît-il, de dire, en tout cas Mohamed m'a expliqué que ce n'était pas si simple. Nous sommes, vous êtes, l'université où les étudiants ont le plus de chances de succès lorsqu'ils présentent des concours, par exemple, administratifs. Préparés ici, les chances de succès sont au moins 20 ou 25% plus importantes que les chances de succès dans une autre université. Et donc ça devrait faire venir des étudiants, monsieur le président Borde. Mais il paraît que les budgets ne sont pas proportionnels au nombre des étudiants.
Et que donc les moyens par étudiant, plus il y a d'étudiants, les moyens par étudiant baissent. Et donc, moi j'espère qu'on sortira de ces règles absurdes. En tout cas, je veux simplement dire que nous sommes alliés pour le meilleur et pour le pire. Et je suis sûr que cette alliance, c'est pour le meilleur. Je suis sûr qu'on va pouvoir emporter les barricades et lever les obstacles, parce que cette université et la communauté humaine qui la forme, et la communauté humaine qu'elle sert, méritent bien que nous fassions une fois de plus mentir les prophètes de mauvais augure et que nous soyons à la hauteur de ce que nous croyons devoir être. Merci beaucoup. Après ces magnifiques discours, je vais avoir le plaisir de vous présenter une des premières surprises qui vous attend. Mohamed Amara nous a confié, à la fin de son mandat, la réalisation d'une vidéo sur les 50 ans de l'université et un livre qui a été donc confié à Victor Pereira, qui va vous en parler juste après moi. Donc moi, je vais vous parler un petit peu du film que nous avons fait sur l'université. Et c'est vrai que faire un film alors qu'on est confiné, que les amphis sont vides, les campus sont vides, c'est compliqué. Et malheureusement, on a dû mettre en œuvre des choses pas habituelles. Et notamment, nous n'avons pas pu travailler, par exemple, avec le pôle artiste qui était matin, midi et soir et nuit avec Teams pour faciliter la vie de chacun et la vie de nos étudiants. Donc nous avons constitué une autre équipe et nous avons plongé dans les archives, notamment les archives nationales de l'audiovisuel. Et en particulier, ma collègue Sandrine Cravero a pris du plaisir à s'investir là-dedans et a découvert des pépites que nous allons pouvoir vous partager aujourd'hui. Et nous avons constitué une équipe aussi avec Evelyne Casemayor et une équipe de tournage qui s'appelle Atlantic Drone, qui est peut-être ici dans cette salle, mais je ne sais pas, avec les masques, je ne les vois pas, qui a permis vraiment de faire de magnifiques images de nos campus en aérien. Et ça va donner aussi, ça a donné à ce film une âme particulière. Donc nous avons travaillé, nous avons cherché dans les archives, nous avons aussi trouvé des photos qui étaient cachées dans les armoires du COPA, nous anciennement Centre audiovisuel de l'université. Nous avons aussi travaillé avec Clovis Darigan qui a fait un portail de collection avec vraiment des merveilles de photos. Et puis, eh bien, nous avons quand même été chercher nos anciens présidents qui étaient confinés. Nous avons été chercher Jean-Louis Goutte, Jean-Michel Hualdebord, Franck Métra, notre président à l'époque, Mohamed Amara, et puis Laurent Borde, qui nous ont fait bien sûr le privilège de témoigner sur l'histoire de l'université. Et je dois dire que je suis quand même assez émue aujourd'hui de pouvoir vous présenter ce film qui, je pense, va nous réunir sur l'histoire et le parcours de cette belle université. Merci. Le destin de Pau, au point de vue universitaire, a commencé dès la fin de la guerre plutôt, où la ville de Pau a pris l'initiative, avec le concours de la faculté de droit de Bordeaux, de créer un institut d'études juridiques. L'année 2020 marque les 50 ans d'existence de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, qui affirme aujourd'hui avec fierté sa position sur le territoire aquitain. En 5 décennies, elle a formé des dizaines de milliers d'étudiants, en offrant un panel de formation et de recherche, en se déployant sur plusieurs campus et en s'appuyant sur les attentes et les besoins du tissu industriel local, national et international. Afin de mesurer le chemin parcouru, revenons à son origine.
L'Université de Pau et des Pays de l'Adour est née après la Deuxième Guerre mondiale, en 1945. La ville de Pau a fait les frais de l'acquisition d'un très grand terrain de 60 hectares situé au nord de Pau d'une façon magnifique, une sorte de campus universitaire qu'elle a mise à la disposition de l'État, et l'État s'est reconnu le devoir de créer les premiers éléments de l'université. Grâce à l'achat de ce vaste terrain en 1958 par le maire de Pau, Louis Sallenave, le campus, qui est encore l'Université de Bordeaux, prend une toute nouvelle dimension. Le maire de Pau a fait en sorte d'utiliser tous ces réseaux politiques pour permettre l'accueil à Pau dans des conditions importantes et normales dans les villas Formose et Laurence de la future Université de Pau et des Pays de l'Adour. Monsieur Babin, recteur de l'Université de Bordeaux, avait été invité par Monsieur Sallenave, maire de Pau, à venir inaugurer officieusement le restaurant universitaire, une des premières réalisations de la future université paloise. Ce restaurant, aux installations spacieuses, pourra accueillir en 3 services 1 millier d'étudiants quand leurs cités seront terminées à la fin de l'année 1963. Alors Pau, ville en pleine expansion, aura réalisé un de ses désirs, intégrer les jeunes dans la vie de la cité. Se sont mis en place les premières formations recherche, les premières thèses sont soutenues à Pau en physique et chimie, en sciences, en lien avec le développement de la SNPA, la Société nationale des pétroles d'Aquitaine, qui joue un rôle fondamental dans la création de cet établissement. Pau est un exemple caractéristique d'une cité en expansion. Les facteurs de son développement, lac évidemment, car cette richesse naturelle a permis la naissance d'un complexe industriel unique en France. Ce sont des milliers d'emplois qui furent créés dans cette zone quelque peu déshéritée. Il faut tout créer. Il y avait 3 collèges qui deviennent 3 UER, plus une unité de recherche, et ensuite l'histoire de l'université de Pau va pouvoir se déployer. La fréquentation de l'université s'accroît considérablement. Le nombre d'étudiants, en 10 ans, se voit multiplié par 6. Les infrastructures sortent progressivement de terre, accueillant, en plus des études juridiques, 2 nouvelles disciplines, les lettres et les sciences. Quelques années plus tard, alors que la France est secouée par les événements de mai 68, l'Université de Pau et des Pays de l'Adour va profiter de cet épisode pour gagner en liberté. L'autonomie définitive de l'université intervient en mai 68 sur, ce n'est pas une suite des événements nationaux, mais c'est une opportunité que trouvent les étudiants et les enseignants réunis en assemblée générale pour demander à la tutelle bordelaise la possibilité d'organiser l'ensemble des examens sur le territoire palois et non plus d'avoir à aller à Bordeaux pour passer le dernier examen. Donc de là naît l'Université de Pau lors d'une assemblée générale des étudiants et des enseignants. Le doyen de Bordeaux, Louis Papy, vient à Pau et accepte cette autonomie. Ensuite, il faut attendre que les législations suivent au niveau national. Donc on peut dire qu'effectivement l'Université de Pau, c'est un bébé de mai 68. Observateurs des différentes époques qui ont construit l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, messieurs Franck Métras, Jean-Louis Goutte et Jean-Michel Hualdeborde, présidents successifs, témoignent. Le phénomène marquant de ce début du campus, c'est que sur les grandes disciplines droit, lettres et sciences, la volonté du ministère, c'était d'implanter un campus pour désengorger les facultés de Bordeaux dans ces grandes disciplines, parce qu'avec le baby-boom, il y avait trop d'étudiants au niveau du premier cycle. Dans le développement universitaire, les collectivités territoriales, sur toutes les strates, ont toutes ces collectivités ou établissements publics ont eu un rôle extrêmement volontariste. Les liens avec l'industrie, les liens avec le milieu économique étaient absolument capitaux, comme dans d'autres universités françaises, et peut-être même plus qu'ailleurs. Une grande impulsion de la Société nationale des pétroles d'Aquitaine de l'époque, qui au début a fait du mécénat pour le développement de l'université à la fin des années 60 et au début des années 70, et ça s'est terminé par une politique contractuelle. Premier effet de cette politique, l'insertion de l'université dans l'appareil économique du Sud-Ouest.
45% du budget annuel de la recherche est assuré par des contrats passés avec des organismes privés ou publics. Et on n'oublie pas, parce que là on a l'impression de se limiter à l'aspect scientifique, on n'oublie pas les sciences sociales et humaines qui sont importantes sur le plan de la recherche tout simplement, et importantes également sur les projets, y compris scientifiques. Alors, la première des choses que nous avons faites dans les années 80, que je connais bien pour l'avoir vécu en tant que président, c'est d'abord de faire une université à 2 campus. Alors que ça soit à Pau, pour commencer, mais ensuite à Bayonne, ensuite, plus tard, Mont-de-Marsan, Anglet ou Tarbes. Il y a eu cette attitude extrêmement volontariste de la part d'élus locaux qui ont compris quel était l'enjeu à partir des débuts des années 70 et encore plus des années 80, de la présence en proximité d'enseignement supérieur. Donc il y a cette dimension sociale, apportée en proximité, au moindre coût pour les familles. L'accès à l'enseignement supérieur. La quinquagénaire aujourd'hui a fière allure et affiche un sourire étincelant. L'Université de Pau et des Pays de l'Adour a su maintenir et transmettre les valeurs universitaires en se déployant sur 5 sites. Pau, Bayonne, Tarbes, Mont-de-Marsan et Anglet. C'est une université de territoire et donc il y a une proximité avec les étudiants pour qu'ils puissent suivre leurs études. Le site de Mont-de-Marsan est caractérisé par des départements d'IUT et d'enseignement spécialisé. Le site de Tarbes, c'est le sport et un peu d'enseignement en sciences. Les 2 gros sites, c'est les 2 du Pays Basque et ceux de Pau, où se concentrent toutes les formes d'enseignement et de recherche. Et ce sont 2 pôles universitaires au sens propre du terme. Sa caractéristique par rapport aux universités de sa typologie, c'est-à-dire des universités pluridisciplinaires qui n'ont pas les études de médecine, c'est qu'elle a une dimension recherche très forte, qui se concrétise par le déploiement d'unités mixtes avec de grands organismes de recherche comme le CNRS, l'INRIA, l'INRAE, des collaborations très poussées avec le secteur industriel qui lui-même, et c'est une des caractéristiques du territoire, est un des territoires français les mieux dotés en recherche et développement privé. Et tout ça fait un écosystème dans lequel l'UPPA a pu se développer. Exceller et innover, telles sont les ambitions de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. En 2017, elle fut labellisée e-site pour le projet E2S, dédié à la transition énergétique et environnementale. Nous avons mis en avant nos atouts et nous avons été reconnus. Maintenant, il nous reste à concrétiser cela. Cela fait partie de l'ambition pour une université comme la nôtre qui ne doit pas se contenter de vivre au jour le jour, mais de saisir les opportunités pour se projeter dans l'avenir. Ma candidature s'inscrivait dans la continuité de l'action du président Amara et elle s'inscrit forcément dans la continuité de l'histoire de l'université. L'année 2021 sera l'année où on aura ce regard d'un jury international sur ce qu'on a su mettre en place. Et bien évidemment, c'est capital pour l'université de réussir. Nous sommes aussi labellisés université européenne, ce qui est un point très important qui va monter en puissance dans les années à venir, ce qui permet à notre université d'être à la fois reconnue parmi les établissements d'excellence au niveau national et aussi des établissements faisant partie des réseaux d'excellence au niveau européen. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est très prometteur pour l'avenir. Faire partie des réseaux d'excellence européens a déjà été engagé par l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Lauréate du projet UNITA, Universitas Montium, elle travaille au rapprochement de 6 universités afin de créer un nouveau modèle universitaire européen, basé sur
Une mobilité physique et virtuelle grâce à de nouveaux outils et espaces numériques. C'est une chance tout à fait inouïe pour l'université parce que ça va nous permettre de faire, en complément du projet E2S, le développement d'actions dans des domaines qui ne relevaient pas jusque-là de énergie et environnement. Je parle en particulier des sciences sociales et des humanités qui vont pouvoir développer leurs recherches dans le cadre de ce projet d'université européenne. On va vers d'autres formules avec dans mobilité virtuelle, mobilité physique, qu'on appelle la mobilité hybride, qui est un petit peu au cœur du prochain programme Erasmus. On souhaite véritablement, à travers ce projet UNITA, aller dans cette direction et consolider nos relations internationales. Tournée vers l'extérieur depuis ses débuts, l'Université de Pau et des Pays de l'Adour exprime une ambition, celle de l'ouverture au monde, de l'éducation à l'altérité. Les premiers partenaires, ça a été nos partenaires transfrontaliers, l'Université du Pays Basque en Espagne et l'Université de Saragosse. Mais il y avait aussi les universités de Murcia en Espagne et puis quelques universités au Royaume-Uni. Il y a peu de pays où on n'a pas de partenariat. Un nouveau programme au sein d'Erasmus, c'est la mobilité internationale de crédit depuis 2016. Et là, ce sont des mobilités hors Europe. En Asie, avec la Chine, le Japon, la Malaisie, le Vietnam, le Cambodge. Et puis en Afrique, avec le Bénin et le tout dernier, c'est l'Afrique du Sud. Mais il y a d'autres programmes d'échange. À l'international, il y a notamment un programme avec le Québec. Et puis enfin, on a des partenariats, je dirais, individualisés, un petit peu partout dans le monde. On va voir vraiment les étudiants se transformer. Et puis on a les récidivistes de la mobilité, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment profiter de tous les programmes. Enfin, vraiment, ils vont nous solliciter, ils n'ont qu'une envie, c'est repartir. Et ça, on est content, on a réussi. L'Université de Pau et des Pays de l'Adour s'est construite et s'enrichit grâce à des personnalités, clés de voûte des établissements, qui accompagnent et déclipent leur offre, cohésion, continuité et efficacité. Or, comment appréhender l'université sans faire la part belle aux étudiants? La vie étudiante ne saute pas forcément aux yeux quand on arrive le premier jour. Il faut parfois aller s'en approcher un petit peu plus, aller regarder ce qui est proposé dans les divers volets de la vie étudiante. Si on s'y intéresse, elle est extrêmement riche. Dans son offre sportive, culturelle et associative en particulier, il y a des propositions pour tous les goûts. Des initiatives remarquables viennent attester de la vitalité des étudiants. Le défi étudiant E2S les a mis en exergue. Pendant l'année 2019, a émergé l'idée de proposer ce défi-là à tous les étudiants. Imaginer le campus de demain leur a permis de débrider leur inventivité. La quasi-totalité des projets se sont articulés autour de l'environnement et de la solidarité. On va planter des prairies fleuries un peu partout sur le campus, à différents endroits, qui viseraient du coup à redynamiser un peu la biodiversité déjà existante et notamment surtout les abeilles sauvages. Le projet Billes au top, sur la préservation de la biodiversité des espaces verts des campus, a remporté le premier prix et bénéficie depuis d'un accompagnement humain et financier pour le développer. On a vécu des moments d'émotion, de stress. Au final, on s'est rendu compte que le plus important, c'est d'y aller. C'est d'y aller, d'oser le faire. Le Pépin demain, pour moi, c'est une université qui doit être une université tranquille, si j'ose dire. À taille humaine, où les gens se côtoient, se connaissent. Qui se développe, qui a sa croissance de manière équilibrée entre ces différents sites, ces différentes disciplines, ces différentes composantes, ces différents types de travaux qui sont menés en son sein, la formation, la recherche, l'innovation, la formation continue. C'est une université qui contribue au développement socio-économique du territoire. C'est cet équilibre.
c'est une université qui ne soit pas une université qui exclut, c'est une université qui rassemble. L'excellence concerne tout le monde. Elle a différents aspects et chacun peut contribuer. Il y a le chercheur qui a des recherches de niveau international, il a la personne qui coordonne une formation de niveau licence. Chacune apporte. Il n'y a pas une qui est mieux placée que l'autre. Et c'est cet ensemble qui doit rester équilibré, cohérent et qui n'exclut pas. Bonjour à toutes et à tous. Je ne suis pas le réalisateur du film, hélas. Donc, c'est un peu intimidant de parler dans un amphi de sciences, déjà, pour un historien. Mais d'autre part, soit vous êtes des acteurs de cette histoire à une échelle ou une autre. Donc, vous allez peut-être dire, après avoir lu le livre, qu'il y a une erreur ici, une erreur là-bas, etc. Et j'en suis le seul responsable. Soit vous êtes parmi les un des 68 contributeurs qui a écrit un texte et que j'ai dû gentiment harceler ces derniers mois pour lui demander de m'envoyer le texte, pour m'envoyer une iconographie, pour légender une image. Et donc, je m'en excuse. Donc, vous voyez, j'ai mes doubles excuses pour commencer. Mon rôle va être rapide, je vais parler peu de temps. C'est pour vous raconter comment on arrive à cet ouvrage et pourquoi ce soir, vous serez plus musclé. 2,5 kg, si vous habitez à loin et que vous marchez, vous me remercierez ce soir. En fin 2019, le président Mohamed Amara m'a convié dans son bureau pour m'évoquer ce projet. Il y avait également le film qu'on vient de voir, et me dire qu'il serait bon d'avoir un livre sur les 50 ans du PPA. Et donc j'ai accepté cette commande. Vous allez me dire pourquoi moi. Il y a 2 très bonnes raisons. D'une part, je suis né en Normandie, donc ça faisait de moi la personne la plus idoine pour faire cet ouvrage. D'autre part, j'étais le directeur de presse universitaire, donc c'est la vraie raison, et je suis historien, c'est l'autre vraie raison. Et donc, comme je vous l'ai dit, j'ai été recruté en 2010. La première fois où je suis arrivé à Pau, c'était la veille de mon audition, qui ne s'est pas trop mal passée. Et donc, j'ai pris ce sujet comme n'importe quel sujet d'histoire. C'est-à-dire, je me suis dit, donc voilà un objet qu'il faut étudier avec des acteurs, avec des actrices. Et donc, je suis allé aux archives. Les historiens adorent les archives et je ne dérange pas à cette règle. Et j'ai profité dès la fin 2019, dès le début 2020, pour aller aux archives départementales, qui ne sont pas très loin d'ici, pour aller aux archives nationales, qui sont un peu plus loin, à Pierrefitte-sur-Seine, en banlieue parisienne, pour aller aux archives communautaires Béarn, Pau-Pyrénées, et pour aller aussi aux archives à Mont-de-Marsan et à Bayonne. Et à partir de là, si vous êtes historien ou si vous êtes apprenti historien ou si généalogiste, vous savez qu'il y a une grande révolution ces dernières années, c'est qu'on peut aller dans les centres d'archives, prendre son appareil photo ou son téléphone portable et prendre des photos. Et donc j'ai mitraillé des centaines et des centaines, voire des milliers de documents sur tout ce qui avait trait aux archives. Ensuite, il s'est passé une chose que nous avons tous vécue et qui a été souvent difficile, qui sont le premier confinement et le deuxième confinement. Heureusement, j'avais déjà gagné pas mal de documents et j'ai été quelque part un dealer d'archives, c'est-à-dire qu'aux différentes personnes qui avaient accepté de rédiger un chapitre, j'envoyais des centaines de documents, de photos sur les mathématiques, sur la Forco, sur le sport. J'avais fait des petits dossiers assez bien rangés et j'envoyais ces documents. Et là, je tiens vraiment de profiter de cette occasion pour remercier tous ceux, donc les 68 contributeurs. Certains ont contribué plus que d'autres. Laurent Jalabert a écrit plusieurs centaines de pages, vous pourrez le lire, mais qui ont contribué à ce livre. Parce que c'est pas facile déjà d'écrire de l'histoire, comme l'a avoué le président, c'est un métier difficile. Je ne vais pas faire de revendications, vous inquiétez. Désolé, chers camarades historiens, je ne vais pas profiter de cette tribune qui m'est offerte pour demander quoi que ce soit. Et donc, j'ai envoyé cela à des gens dont ce n'était pas la profession. Donc, ils ont pu voir que ce n'est pas toujours facile de réussir à trouver un fil conducteur à partir de centaines de photographies, d'essayer de faire un récit cohérent. Mais surtout, je les remercie parce que quand je les harcelais, on était souvent au premier confinement, alors que, comme l'a dit tout à l'heure Véronique, notre vie se résumait parfois à Teams, surtout pendant le deuxième confinement, et où on était absorbé par nos cours. On devait répondre à nos étudiants qui, comme nous, étaient perdus.
Certains devaient répondre à leurs doctorants, à leurs étudiants master. Ceux qui dirigent des équipes ou qui collaborent dans l'administration étaient également pris par beaucoup de travail. Et donc, c'était une charge en plus dans un moment très difficile. Et je tiens vraiment à les remercier. Et ça montre bien le fait que ce livre existe, et que ce livre soit si beau, et que ce livre soit si grand, et si lourd, prouve bien cette capacité d'adaptation que la plupart et la grande majorité des personnels enseignants et non enseignants de l'université ont su faire preuve pendant ces 2 confinements qui ont été assez difficiles, comme vous le savez. Quand j'ai commencé, donc je suis allé aux archives assez naturellement pour un historien, je ne partais pas non plus de rien. Souvent, en historien, on aime bien dire qu'on est les pionniers de tout, mais ce n'est pas le cas. Il y avait déjà dans les années 90 un historien qui a un portrait dans cet ouvrage, qui s'appelle Pierre Tucochala, qui avait rédigé un article. Il avait été acteur de cette histoire, il avait été doyen. Il est arrivé à l'université de Pau, encore antenne de Bordeaux dans les années 60. Il avait été doyen de la faculté de lettres. Donc il avait rédigé un article, c'est une première base. Une deuxième base, c'était une histoire un peu dramatique et triste. Un jeune étudiant d'histoire, Franck Lorenzo, qui avait commencé, qui avait d'ailleurs terminé un mémoire d'histoire sur les premières années de l'université de Pau, et qui termine son mémoire par se reposer et se relâcher et faire une randonnée dans les Pyrénées, où il décède dramatiquement. Et donc, il a laissé son mémoire, mais il n'a jamais pu le soutenir. Enfin, il y a quelques années, Laurent Jalabert a dirigé un ouvrage Université et territoire, où il a notamment interrogé Franck Métra et d'anciens enseignants comme Guy Diméo. Et donc, il y avait déjà des documents qui étaient des écrits sur cela. Et vous avez vu derrière moi, il y a les sources de l'INA qu'on a aussi utilisées, il y a les sources de l'ex-COPA, il y a le travail extrêmement important de Clovis de Rigan, le portail des collections de l'UPPA, qui a repris, qui a scanné, qui a numérisé des photos, qui les a légendées, qui m'a permis de savoir qui était qui, parce que, comme je vous l'ai dit, en bon normand, je ne savais pas toujours qui était qui. Et donc, il y avait déjà tout ce travail qui a été fait, et donc il va faciliter grandement ce travail. Une des choses une des commandes de Mohamed Amara, en bon non normand, mais qui était aussi de connaître sa préface s'appelle « Ancré dans le territoire ». Il voulait notamment qu'on puisse, en lisant ce livre, comprendre les spécificités de l'université en connaissant ce territoire. Et donc, il nous a demandé de faire une histoire des Pays de l'Adour, et j'ai fait appel à des historiens, des anthropologues, à des géographes, à des sociologues pour qu'on puisse comprendre d'où l'on venait. Et le développement, vous comprendrez, on a vu les belles images qui maintenant nous font un peu sourire, qui à l'époque étaient la modernité, ces fumées de lacs qui maintenant nous voyons de l'énorme pollution, de comprendre pourquoi certaines de ces spécificités, et évidemment des liens avec l'Espagne. Donc on a commencé par ça, et après on a fait une histoire assez institutionnelle. Les présidents de l'UPPA, les chercheurs, certains chercheurs renommés, il y a quelques portraits. Évidemment, il y a eu des choix qui ont été faits, et on peut toujours les contester, mais on a fait différents portraits. Mais pour moi, il me tenait à cœur que l'histoire, ce n'est pas seulement celle des présidents, des enseignants-chercheurs, des historiens, mais aussi celle des étudiants. On a voulu consacrer une longue partie à ces étudiants. Donc vous verrez un chapitre avec force, données et chiffres sur l'évolution des étudiants. Quelques portraits d'étudiants. J'ai voulu donner la parole aux étudiants en fonction de leur cursus, en fonction de l'époque, des témoignages d'étudiants des années 60 et des plus récents. Mais aussi, on l'a déjà évoqué, je pense que la page préférée de Laurent Borde, une de mes pages préférées, parce qu'elle n'a pas été facile à obtenir, est la page 500. Je vous laisse le suspense. Vous comprendrez quelle est cette page 500. Vous vous demanderez. La 511 et la 509 sont pas mal non plus. Notamment, monsieur le maire, vous parliez des 100 postes. En page 511, les étudiants ont demandé 280 postes. Donc ça pourrait paraître beaucoup. C'était moins que ce qui avait été demandé par l'AG des étudiants. Et vous verrez le relevé qu'un des collègues a su garder à l'époque. Et donc, donner la parole aux étudiants qui parfois écoutent attentivement leurs enseignants, mais parfois les contestent et parfois en contester. Et le président Borde l'a déjà dit, je vais le répéter, je n'ai pas du tout voulu faire une histoire lisse de l'UPPA. Vous êtes tous acteurs de cette université, vous savez qu'elle n'est pas toujours aussi lisse. Le fait qu'elle ne soit pas lisse apporte de sa richesse et apporte de sa force. Et je pense, si on fait, alors j'ai utilisé un terme à la mode maintenant, un benchmarking des livres d'histoire d'université, je pense que la nôtre doit être celle qui donne le plus de pages aux contestations, aux mouvements, aux pancartes que certains ont su garder. Et
maintenant, vous comprenez que quand je dis ça, cet ouvrage a été fait en totale liberté. J'ai essayé de... Les contributeurs sont là. Vous avez maintenant 2 minutes pour dire si je vous ai censuré. Bon, je vais dire que tout de suite. Et moi-même, personne ne m'a demandé de retirer une seule virgule ou point-virgule. Et chacun et chacune a pu écrire ce qu'elle entendait être son point de vue sur l'université. Donc, comme vous le voyez, c'est une histoire plurielle, une histoire kaléidoscopique, qui vient d'en haut, qui vient d'en bas, qui vient aussi de l'extérieur. Je pense qu'elle est déjà partie. J'avais remarqué en faisant mes recherches, je me suis beaucoup appuyé sur la presse également, qu'une journaliste de la République des Pyrénées, Renée Mourgue, pour ne pas la citer, avait suivi de 1974 aux années 2010 l'université. Les journalistes aiment venir dans ces moments-là, donc je vous remercie d'être là, mais ils aiment aussi beaucoup venir quand les prisons sont séquestrées, quand les étudiants bloquent les amphis. Et donc, ça m'a aidé à suivre cette histoire, parfois mouvementée, mais parfois faite de succès. Ils sont aussi venus pour les sites que justice leur soit rendue. Donc, comme vous le voyez, c'est une histoire assez riche, avec différents points de vue, qui donne une grande place aux étudiants, oui, et pas seulement aux étudiants qui travaillent, on l'a vu un peu dans le film, aux étudiants qui font du sport, aux étudiants qui font de la musique. Il y a un très beau chapitre sur la musique à Pau, et moi qui ne connaissais pas ce département de musique qui a été assez expérimental et assez riche, dans les années 70-80, j'ai pu apprendre beaucoup de choses. Des choses sur les relations internationales. Il y a une belle photo prise ici, je pense que c'est ici, avec Evo Morales, au moment lorsqu'il a été docteur honoris causa à l'Université de Pau. Donc, vous le verrez, c'est une histoire que j'ai voulu très riche, avec beaucoup de photos, et je remercie tous ceux qui m'ont permis d'avoir des photos. Et j'en profite que vous êtes là pour vous montrer très rapidement quel est le travail d'un historien. J'ai eu accès, et très franchement, j'ai eu accès à tout ce que je voulais, en fait. Je suis allé moi-même aux archives de l'université et j'ai retrouvé des choses magnifiques. Et là, c'est un plaidoyer que j'ai oublié de faire tout à l'heure sur le fait de garder nos archives. Et tout un chacun. Je remercie par exemple Jean-Yves de garder ces pancartes de jeunes doctorants où il manifestait en 1995 et il s'adressait à un ministre de l'Éducation nationale de l'époque, que je ne citerai pas et que peu de vous connaissent peut-être. Et une pancarte, vous la lirez, 509 je crois. Vous pourrez l'apprécier, mais lisez les autres pages quand même. Et donc, certains ont gardé des pancartes. Certains, ça c'est un des cahiers que j'ai beaucoup aimé. Et dernièrement, j'ai beaucoup travaillé avec le cabinet du président, que je remercie pour tous leurs efforts. Et j'ai ramené ce petit cahier d'écolier, ce grand cahier d'écolier, Clairefontaine, où en 95, donc là c'est l'année 95, la directrice du cabinet du président Claude Génie, à l'époque il n'y avait pas encore le mail, et il n'y avait pas encore les téléphones portables. Et donc, cette dame, on l'appelait, je vais vous montrer une page, c'était une journée un peu chargée. Cette dame, on l'appelait, et elle prenait les messages et ensuite les répercutait. J'ai pris ce cas parce qu'il est assez, il y a une reproduction. C'est en novembre 95. Ceux qui étaient là en novembre 95 savent ce qui s'est passé en novembre 95 et c'est amplement documenté dans le livre. Pour aller vite, il y a eu des grèves étudiantes et la présidence a été occupée. Et notamment le jour où la présidence était occupée, il y a ce laconique grève étudiante, présidence occupée. Et à cette époque-là, le cabinet était très occupé avec la grève et aussi pour les 25 ans. Et Laurent Bord, tout à l'heure, a évoqué qu'on a un petit retard, mais on a réussi à le justifier facilement. On commence le 1er janvier 71, on est dans les temps, on avait encore 3 mois, on est largement dans les temps. Et aussi, pour les 25 ans, il y a eu des commémorations. Et les archives aussi, j'ai pu retrouver des choses. Et donc, on voit qu'il y a c'est le programme des 25 ans, qui a eu lieu en mars 96. Il doit avoir lieu en décembre 95, notamment organisé par Christine Andreucci, qui était une collègue de l'aide que vous avez peut-être connue. Et c'était aussi très éclectique. On voit ce que font nos étudiants dehors. Il y avait des ballets africains, de l'aérobic, du flamenco, des présentations de livres, un hommage à Manuel Tunian de Lara, un ensemble d'événements qui ont été faits à cette époque. Et donc, vous voyez, ces quelques documents sont très utiles. Et donc, il y aura des 75 ans et des 100 ans d'université. Toi et moi, David, nous ne serons pas. Et je te remercie, David, parce qu'il y a un texte de David dans le livre, et David écrit ces textes. Et je te remercie, parce que comme ça, le prochain historien pourra avoir une version du discours, du très beau discours que tu as fait tout à l'heure. Par contre, de moi et de Laurent Jalabert, vous voyez, souvent les cordonniers sont les plus mal chaussés, et j'en suis le meilleur exemple. Mais donc, de conserver les archives, c'est une chose que j'ai déjà demandé à M. Amara et M. Bord, de garder ces archives, l'humidité,
Les papiers n'aiment pas l'humidité, donc il faut les protéger de cela. Et aussi les archives des chercheurs. Moi, quand je suis arrivé dans mon laboratoire ITEM, j'ai eu de la chance que des collègues m'ont laissé des gros cartons d'archives. Je ne sais pas si Dolores est là, par exemple. Non. M'a laissé des cartons d'archives qui sont très utiles, parce que les archives faites par nos prédécesseurs, parfois ils les publient, mais parfois ils ne les publient pas, et c'est tout ce qu'ils ont fait qui n'est pas abouti qui est très intéressant. Et j'imagine qu'en droit, qu'en sciences dites exactes, ces archives sont très importantes, et des historiens des sciences ou d'autres chercheurs en ont besoin. Donc, si je peux terminer par une demande, c'est un peu une demande corporatiste quand même, gardons les documents pour que dans les 75 et les 100 ans, nous pouvions avoir les documents. Et je termine par un dernier remerciement. Je remercie énormément Brigitte Cupertino et Caroline de Charette qui travaillent au PUPA et qui ont fait un travail énorme pour avoir ce livre. Vous verrez, il n'est vraiment pas facile à fabriquer. Et je remercie encore une fois le cabinet du président. Donc 2,5 kg, beaucoup de livres depuis 4 jours. Les membres du cabinet sont beaucoup plus musclés avec ce livre qu'elles ont porté un peu sur les 4 sites. Et donc, quand j'ai appris que ce bouquin est d'un tel poids, j'étais à la fois content, parce que c'est une histoire riche, mais c'est une histoire lourde. Et je m'excuse de tous les efforts qu'elles ont fournis. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je vais prendre la suite de Victor. Vous avez compris, Victor n'est pas seulement normand, il n'est pas seulement directeur des PUPA ou historien, il est un peu facétieux. Il a un peu d'humour et vous chercherez dans ce formidable livre quelques clins d'œil qu'il aura fait dans les photographies. Je vous invite dans cet extraordinaire travail qu'il a fourni, parce que je crois que s'il y en a un qu'il faut féliciter lors de ses 50 ans, c'est bien Victor. Je le dis pas simplement parce que oui, vous pouvez l'applaudir. C'est pas simplement un collègue, vous l'avez compris, toujours très agréable, avec qui on peut passer toujours de moments très drôles. C'est que Victor, c'est un historien qui a su faire un travail en 1 an à peu près, réunir 68 contributeurs. On me donne la parole et c'est peut-être au nom de tous ceux qui ont écrit dans ce livre que je voudrais le remercier. En 1 année, il a eu la capacité de nous permettre à tous d'écrire ces 500 pages, 600 pages, 628, c'est ça. Hein, bon, un peu moins quand on enlève les photos. Mais Victor nous a permis d'écrire cet ouvrage à tous en allant dans les archives, à une époque où les archives étaient fermées, où il fallait prendre des rendez-vous, c'était compliqué avec le Covid. Et donc Victor, il a été extrêmement tenace. Et quand on compare, comme il a dit lui-même, avec d'autres ouvrages qui ont été faits sur l'histoire des universités en France, cet ouvrage, je crois, fera date. Et c'est un ouvrage qui est d'une grande richesse. Et on peut vraiment le féliciter les PUPA qui ont travaillé aussi dans des conditions difficiles. Je crois que Victor me racontait qu'entre lui, principal directeur qui récupérait tous les documents, qui récupérait les photos, et les maquettistes des PUPA, ils ne se voyaient pas. Ils ont tout fait en distanciel, tout fait par correspondance, et ils ont fait ce magnifique travail. Donc là aussi, je crois qu'on peut vraiment féliciter les presses universitaires de Pau et les personnels des presses universitaires de Pau. Donc, bien sûr, je ne vais pas me contenter de remercier tout le monde, puisqu'on m'a demandé de rédiger une partie de cet ouvrage sur lequel il fallait que je réfléchisse un peu à l'histoire et au contenu de cette histoire, parce que c'est bien de parler du futur, c'est bien de parler des ouvrages, des films, mais il y a bien un contenu dans ce que nous avons essayé d'écrire les uns les autres. Et donc, il est intéressant de regarder un peu le passé. Comme disait Marc Bloch, grand historien français, hein, le passé, ça sert à comprendre le présent et à construire le futur. Alors, comment résumer tout ça? Comment résumer un demi-siècle? Alors, je ne vais pas être très long parce qu'il est tard, il est fatigué, il y a des bougies à souffler, messieurs les présidents. Vous êtes 5, je crois, il y a 50 bougies, ça fait que vous en avez 10 chacun. Je pense qu'on devrait pouvoir fêter ça tout à l'heure. Je crois que s'il fallait résumer l'histoire de l'université de Pau en tant que chercheur dans la méthodologie que nous avons étudiée, puisque cet ouvrage, il a été conçu par Victor et par tous ceux qui ont collaboré, en tout cas dans la dynamique historique pour essayer de comprendre l'institution Université de Pau, on l'a conçu comme des gens extérieurs à cette université. On a essayé de réfléchir à cette université comme on aurait pu travailler sur un autre établissement. Donc on a adopté une méthodologie d'historien toute simple, hein. On a essayé de replacer l'université dans son contexte territorial, et on a replacé l'université dans un contexte qui est celui
de la transformation et du redéploiement dans l'enseignement supérieur français des années 60 à nos jours. Et globalement, de cette longue durée, pour nous, historiens de l'époque contemporaine, de ces 50 années, mais plus encore, puisqu'on a commencé en fait en 1945, on a retenu quelques étapes, on a des ruptures chronologiques, les historiens aiment bien ça, donc il y a un plan chronologique, et vous verrez ces évolutions. Il y a quelques lois importantes, celle de la loi Faure, bien sûr, qui crée l'autonomie des universités, la loi Savary, tout aussi importante en 1984, 83-84, bien que contestée, très contestée, qui va générer de nouvelles dynamiques, et puis la loi Pécresse plus récemment. Mais au-delà de ça, je crois qu'il faut retenir 4 idées dans ce qu'est l'Université de Pau, 4 trajectoires, comme j'aime bien le dire depuis qu'on a commencé cette tournée dans les différents campus. 4 grandes trajectoires qui me paraissent essentielles pour comprendre ce qui s'est passé ici. Ce ne sont pas des trajectoires lisses, ce ne sont pas des trajectoires simples, ce ne sont pas des trajectoires sans chaos. Il y a des moments forts, il y a des moments de dynamique exceptionnelle, et puis il y a des difficultés que personne ne doit nier. Et dans cet ouvrage, comme l'a dit Victor, et il faut remercier les présidents d'université, Mohamed Amara et Laurent Borde, nous avons pu écrire ce que nous voulions, sans aucune censure, sans aucune demande. Et donc nous avons écrit, je crois, les uns les autres, cette histoire avec ses difficultés, avec aussi les moments qui ont fait le devenir de l'université. Alors ces 4 trajectoires, quelles sont-elles ? Très vite. La première, je crois que nous sommes dans une université qui a toujours pu compter sur les acteurs de ce territoire. Quand je parle des acteurs, ça a été dit, Louis Sallenave a été cité, c'est lui qui est à l'origine de cette université. Je citerai son successeur quand même, dont on n'a pas parlé, puisque Louis Sallenave, il est maire jusqu'en 1971. Quelques semaines après la signature du décret, un autre maire arrive, c'est André Labarrère, et il joue un rôle fondamental pour continuer l'œuvre de Louis Sallenave. Je citerai le maire de Bayonne, Henri Grenet, qui a été aussi un des piliers de la création de cette université. N'oublions pas la Côte Basque, parce qu'Henri Grenet, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, avait le choix entre Bordeaux et Pau. Et dans un courrier qui est reproduit dans le livre, Victor vous dira à quelle page, si vous le voulez tout à l'heure, dans ce courrier, Henri Grenet fait le choix ouvertement de Pau. Il y a aussi ensuite tous les élus qui sont là, à Mont-de-Marsan, à Tarbes. Il y a aussi les acteurs économiques, les chambres de commerce, qui ont joué un rôle déterminant, notamment pour la création des IUT. Il y a aussi les acteurs, bien évidemment, industriels dont on a parlé. Il n'y a pas que la SNPA, il y a Turboméca, il y a le Crédit Agricole, etc. On pourrait en citer des dizaines parce que cette université a eu ses partenariats de territoire. Il y a les hauts fonctionnaires. Ne les oublions pas, dans les années 60-70, nous sommes dans un État qui reste centralisateur. Préfets, recteurs soutiennent le développement de cette université. Alors cette université qui peut compter, ces acteurs qui peuvent compter, et monsieur le maire, vous l'avez dit tout à l'heure, nous pouvons toujours compter sur les acteurs du territoire. Et je crois que c'est un peu le message que nous avons eu pendant ces 3 jours ou 4 jours qui se sont déroulés sur les différents campus. Elle a quand même ses contreparties. Parce que quand on lit les rapports d'évaluation de l'université aux archives nationales, comme l'a dit Victor, eh bien on voit que trop dépendre de son territoire peut être dangereux. Et qu'il faut aussi regarder à l'extérieur. Il faut ne pas se contenter des relations de proximité, mais qu'à un moment donné, on peut trouver des partenariats, on peut trouver des initiatives, on peut aller chercher, loin de son environnement proche, de quoi aussi faire fructifier son université. Et c'est quelque chose qui est pris en compte, bien évidemment, dans les partenariats, mais dans les rapports, dans les documents, dans les débats des conseils d'administration, on voit bien un certain nombre aussi de fragilités, et ces fragilités, elles existent, y compris dans ce domaine-là. La deuxième trajectoire, je dirais le point fort de l'université de Pau, qui est assez paradoxal d'ailleurs dans le contexte de ce qu'est l'université française, c'est que nous avons une université qui doit son développement en grande partie à sa capacité à développer de la recherche. Nous sommes une université qui est portée par la dynamique de recherche. Les archives sont très très éclairantes à ce niveau-là. L'université de Pau, elle a trouvé son envol avant même d'exister par les premières soutenances de thèse, par le développement de certaines disciplines, par les collaborations avec les industriels. Bien évidemment, ça vous a fait rire de voir les
cheminée de lac, mais effectivement, la SNPA joue le rôle central et je crois que les collaborations au sein du ICIT qui se poursuivent et qui se continuent dans la durée avec un certain nombre d'acteurs du tissu industriel sont fondamentales. Ce déploiement de la recherche, vous pouvez prendre tous les rapports, on a beau prendre toutes les données archivistiques, nous montre que cette université est portée par cette dynamique-là. Alors, cette dynamique, elle est un peu contradictoire avec ce qu'est la réalité de l'université à l'échelle nationale dans le contexte de ce qu'est l'université. Vous le savez, en France, on a donné la priorité dans le financement public de l'enseignement supérieur aux écoles, que certaines disent grandes, et aux établissements publics de la recherche indépendants des universités. La priorité du général de Gaulle, la priorité de Georges Pompidou et de ceux qui suivront, c'est bien de faire de l'université des lieux susceptibles d'absorber les masses d'étudiants pour des raisons pédagogiques. Et dans cette université, on a fait un peu le contraire, je dirais. On a facilité, ou en tout cas par des contextes territoriaux divers et variés qu'on essaie d'expliquer, on a surtout essayé de développer la recherche. Ce qui est contradictoire et ce qui a fait dire à une secrétaire d'État de l'enseignement supérieur en 1976, Madame Alice Saunier-Séité, que peut-être ces petites universités, et notamment celle de Pau, qui est prise en exemple, qui est mise en valeur par Madame Saunier-Séité, ministre, enfin secrétaire d'État, ça lui a fait dire qu'il faudrait peut-être supprimer ces petites universités qui coûtent cher aux contribuables et qui forment trop peu d'étudiants. Cette critique, elle est souvent faite pour certaines disciplines qui encadrent peu d'étudiants. Dans combien de rapports j'ai pu lire, mais des DEA à 3 à 4 personnes, est-ce bien nécessaire de les maintenir? J'en crois avoir compris que pour les lettres classiques, la problématique était susceptible de réémerger. Mais oui, parce que cette université, finalement, qu'est-ce qu'elle a fait? Cette université, elle s'est mise souvent à contre-courant de la logique nationale. Elle s'est mise à contre-courant jusqu'au bout, parce que l'ICIT, qu'est-ce qui pouvait pousser une petite université comme l'université de Pau, idée saugrenue qu'a eu l'équipe de direction, de candidater à ce qui était plutôt réservé à des grandes métropoles, Nantes, Montpellier, des métropoles 2 fois, 3 fois plus grandes que Pau, à des universités de 30, 40 000 étudiants, qui étaient poussés à candidater sur ces ICIT, mais une université de... Il y avait 10, 11 000 étudiants peut-être au moment de la création ou de l'émergence des PIA. Quelle idée bizarre que cette université vienne candidater et prétende aller dans ce champ qui ne devait pas lui appartenir. Et ce paradoxe, il a toujours été présent, porté par la dynamique de la recherche. Alors là encore, c'est beau tout cela, ça permet à l'université de se développer, mais il y a des contreparties, là encore, et des fragilités qui émergent de cela. Certains se sentent bien sûr exclus de cette dynamique. Figurez-vous qu'en 1970, quand est créée l'université crée 3 UER héritières des facultés, droit, économie, lettres, sciences humaines et sciences et techniques, et ajoute un 4e UER, unité d'enseignement et de recherche, qui s'appelle l'UER recherche, pour faire de la recherche. C'est exceptionnel. C'est une maison de la recherche avant la lettre. Idée bizarre, mais attention, tout le monde n'est pas présent dans cette UER. Certaines disciplines n'iront jamais dans cette UER. Les juristes, excusez-moi, mais les juristes ont eu un peu de mal à accepter l'arrivée de cette UER, en tout cas à s'y intégrer. Ils ont même créé une structure qui leur appartenait, qui a eu longue date, le Corrège. Rejoindre cette UER recherche, pourtant, a eu un impact, y compris bien au-delà des sciences et techniques, puisque les géographes ont créé, avec les historiens au départ, les études régionales dans cette UER recherche. Des études régionales dans lesquelles on a eu l'un des premiers organismes du CNRS des sciences humaines, confié aux géographes, avec certains chercheurs qui appartiennent au CNRS, je pense à l'un d'entre eux, Xavier Piolle, qui est un des premiers à avoir été chercheur au CNRS et qui était membre de cette université à l'UPPA dès le tout début, tout début des années 70. Et donc là aussi, dans ces disciplines des sciences humaines, la recherche est présente, mais d'autres n'y sont pas, les lettres n'y sont pas. Elles tarderont à rejoindre ce mouvement. On a des disciplines qui sont très orientées vers la recherche et d'autres beaucoup moins. Et forcément, ça va créer des zones de friction, des zones de clivage, des zones de tension. Certains se sentent maltraités
parce que moins tournée vers la recherche collective, plutôt tournée vers la recherche individuelle, vers la formation professionnelle. Et on l'a bien vu encore récemment au moment du développement du site. Alors oui, c'est des points forts, mais c'est aussi des fragilités, évidemment. Alors qui est confronté à ces fragilités? Eh bien, ce sont les équipes de direction. Et quand on parle du développement d'une université dans notre système universitaire français, il faut parler d'une troisième trajectoire, c'est la gouvernance. Alors c'est intéressant parce que l'historien, il a beaucoup d'archives sur ceux qui gouvernent, à tous les niveaux, que ce soit au niveau des départements, au niveau des UFR, au niveau de la présidence et au niveau du ministère, parce qu'il y a des allers-retours, des navettes permanentes. Aujourd'hui, ça va être plus compliqué pour nos successeurs parce qu'avec les téléphones portables et les mails, ce sont des choses qui vont disparaître. Mais à l'époque, on avait des courriers, des traces écrites. Et ça, c'est intéressant pour nous parce qu'on peut retracer ce qu'était la gouvernance. Alors, ce qui est intéressant à l'Université de Pau, c'est que nous avons un héritage important, c'est ce fameux héritage des collèges de la période de 1945 jusqu'à 1970, où il y avait des cultes, ce que les historiens de l'université appellent les cultures facultaires. C'est-à-dire une très forte imprégnation de ces vieux héritages de culture facultaire où il n'y avait pas de faculté, il y avait des collèges ici. Il n'y avait pas de faculté autonome. On s'appelait doyen, mais on n'était pas doyen en fait. On dépendait de Bordeaux. On continue de s'appeler doyen d'ailleurs à partir de 1970. On continue de parler de faculté. Or, il n'y a que des UER, unités d'enseignement et de recherche, et des directeurs d'UER. Mais on garde les appellations. Que se passait-il dans ces composantes et ceux qui parmi vous ont connu cette période pourront le dire. On se passait de la case des présidents d'université. Quand on était responsable d'une UR d'un laboratoire de recherche, on allait au guichet ministre de l'Éducation nationale, tout simplement. Et on allait faire sa requête pour obtenir son petit programme de recherche, pour obtenir la création de son poste, pour obtenir un peu de matériel dont on avait besoin dans son laboratoire. Et cette culture facultaire, je dirais qu'elle est restée très longtemps ancrée. Et c'est vrai que la loi Pécresse a changé beaucoup les choses. Et que sur le terrain, ça coince un peu parfois. On le sent bien. L'histoire des mouvements sociaux que retrace magnifiquement Jean-Yves Puyot. Et je crois que Jean-Yves nous a laissé un texte. Il n'est pas géographe, mais en fait, il est aussi historien. Je suis sûr maintenant. Je m'en doutais un peu, mais là, j'en suis convaincu. Jean-Yves nous laisse un très beau texte sur les mouvements sociaux qui est très révélateur de ce système, qui nous montre qu'à un moment donné, la communauté universitaire, qui est une démocratie, je crois que ça, il ne faut jamais l'oublier, c'est quelque chose d'important. Cette démocratie a été très vivante à Pau, avec d'un côté des présidences qui ont essayé de faire entendre la voix de l'intérêt commun, de l'intérêt général, comme l'a dit Monique Luby, l'intérêt général de ses étudiants, de ses personnels, du territoire au sens large, et en même temps des personnels qui étaient acteurs, qui ne se sont jamais tus quand il y avait des difficultés, quand ils ressentaient des injustices, parce que parfois elles sont ressenties, elles sont vécues, mais la gouvernance est différente. Et je crois que cette université, elle a su faire vivre cette démocratie universitaire pour le meilleur et pour le pire, pour des séquestrations de présidents d'université, pour des blocages, pour des destructions de matériel, et en même temps, parfois aussi pour faire progresser la vie commune de l'université. Enfin, le quatrième élément que je voudrais développer très rapidement, je serai beaucoup plus bref. Dans une université, il y a des étudiants. Il ne faut pas les oublier, même s'il n'y en a pas dans cette salle. Ils sont dehors en train de célébrer les 50 ans de l'université avec nous, symboliquement. Ces étudiants, vous avez dit que nous étions une université de proximité, et c'est une réalité. Les études sociologiques qui ont été menées tout au long de cette période le montrent, qui vient en appui, monsieur le ministre, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit qu'on voyait des étudiants qui n'auraient jamais pu peut-être poursuivre leur cursus s'il n'y avait pas eu cet établissement ici, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais il y a une question qui se pose tout de même sur les territoires des Pays de l'Adour. Ces étudiants, ils sont accueillis sur plusieurs sites. Nous sommes une université multisite, et cette université est une université multisite qui s'est construite, non pas avec des antennes universitaires, mais avec des pôles complémentaires. Des pôles complémentaires, c'est important, et c'est une caractéristique de cette université qui n'a pas une tête et des dépendances. C'est une université qui a su développer les complémentarités et qui essaie de continuer à le faire. Mais avec une petite contrepartie tout de même pour cette université qu'il faut mentionner, la pluridisciplinarité est incomplète. Vous avez parlé
de la médecine ou des études de santé qui restent à développer. Depuis 1971, les courriers en direction du ministère émanant tantôt de directeurs du ER, tantôt de présidents d'université, parfois même de responsables de départements, partent au ministère via les maires, via les présidents de conseils départementaux, via les recteurs, via les préfets, pour essayer d'obtenir des formations plus diversifiées à l'université de Pau. La création des IUT a été un combat dans les années 70, refusé longtemps, jusqu'en 1975-76. La diversification des campus a été refusée, bloquée, souvent par les Bordelais, qui ne voulaient pas trop avoir des concurrents sur leur territoire. Certaines formations ont mis du temps à émerger. Les IPES, qui étaient des formations des enseignants du secondaire, à un moment donné, avaient été plus ou moins supprimées à Pau. Il a fallu que les maires, que les présidents de conseils départementaux interviennent pour les maintenir. La formation des enseignants est quelque chose d'important auquel beaucoup de disciplines restent attachées encore, et ça fait partie de l'ADN de cet établissement. La création du LEA, de AES, c'est des formations pour lesquelles les présidents d'université se sont battus pour essayer d'obtenir les habilitations ministérielles. Il reste du chemin à parcourir. Les données statistiques, je crois, qui sont livrées montrent que dans certains de nos territoires, 20 étudiants pour 1000 habitants au Pays Basque, 80 à Pau ou dans le Béarn pour 1000 habitants, quand on sait qu'à La Rochelle c'est 200 et à Poitiers 300, il y a une question qui est fondamentale et qui était posée dans les années 70. C'était une réflexion qui était portée par nos collègues géographes, que je cite beaucoup, mais je crois qu'ils ont beaucoup compté dans l'histoire de cette université. C'est un historien qui le dit, donc je crois que ça a du poids quand même, hein, parce qu'on n'est pas toujours très copains, mais bon, enfin, on est complémentaires. Mais je crois que ça a du poids. Il posait une question qui est celle de l'insertion de l'université dans sa ville. Il y a eu des colloques, il y a eu des manifestations, il y a eu des demandes des géographes, mais il y a eu aussi des maires qui ont posé la question. Et je dirais ici, c'est la question finalement du rôle de l'université. C'est une question très large, qui dépasse très largement, monsieur le haut-commissaire général au plan, qui dépasse très largement le cas de Pau. Mais je crois que quelle est la place des universités dans les villes? A-t-on des villes universitaires en France ou a-t-on des universités dans les villes? C'est une vraie problématique et qui, je crois, mérite d'être discutée pour replacer la place de nos étudiants et peut-être reconquérir nos étudiants et nous préoccuper aussi de nos étudiants et de la place qu'on peut leur donner à l'intérieur d'une cité. Je crois que c'est important au sens le plus large du terme. Je vous remercie et je vous invite à lire ce livre. Je voudrais simplement rajouter 2 points. D'abord, indiquer que cet ouvrage et le film ont été largement financés par E2S UPPA. Et donc, je voudrais remercier le directeur exécutif d'E2S UPPA, Gilles Pigeaudier-Cabot, qui est, je crois, dans cette amphi, je l'ai aperçu tout à l'heure. Il mérite les applaudissements. Je voudrais également vous dire que dans le film, nous avons vu évidemment un certain nombre de présidents, mais bon, nous avons tous également en mémoire le président Claude Legénie qui est décédé, mais qui était président de cette époque. Donc voilà, je voulais que l'on ait une pensée pour lui. Et donc maintenant, des livres vont vous être distribués donc, à la sortie de cet amphi. Et c'est un anniversaire, donc bien sûr qu'il y a un gâteau d'anniversaire qui se trouve dans le hall de la fête de sciences. Tu peux. Il y a une injustice, il y a un absent. Il y a un absent qu'il est à tout prix nécessaire d'évoquer quand on parle de cette université, c'est l'architecte. Monsieur Grésy a fait un boulot absolument magnifique qui caractérise, qui donne du style et de l'unité à cette université. Je voulais le dire, je ne l'avais pas dit, mais il aurait été injuste qu'il fût absent de cette rencontre.